L'ordonnanceur schedDeadline dans Linux, c'est implémenté depuis 2014, donc c'est quand même assez récent. Donc, c'est depuis la version 3.14 de Linux. Donc, ça implémente l'ordonnanceur EDF qu'on a vu précédemment cette semaine. Donc, alias Deadline First. Donc, c'est vraiment un vrai ordonnanceur temps réel. Donc, ça rend vraiment la capacité de faire du temps réel avec Linux est possible grâce à cet ordonnanceur-là parce que les ordonnanceurs round robin ou first in, first out ne sont pas du tout performants ou intéressants dans un vrai contexte de temps réel. Sauf que schedDeadline n'implémente pas les dépendances entre les processus. Il n'utilise pas ça. Donc, il faut calculer préalablement. Donc, souvent, si on a un graphe de dépendance et tout ça, bien, il faut être capable de faire le calcul avant pour estimer les temps de lancement, échéances effectives, comme présenté précédemment. Donc, on doit calculer ça à l'avance avant de préciser les valeurs à EDF. Donc, les paramètres de tâche EDF sont précisés par la fonction sched7attr. Donc, on va avoir la durée. La durée, c'est dans le sched runtime. Donc, c'est le pire des cas pour temps réel dur ou une valeur moyenne pour le temps réel doux, selon comment on le voit. Le deadline, c'est vraiment l'échéance relative par rapport au temps de lancement. Si on lance au temps 0, c'est quoi l'échéance? C'est au temps 10. Donc, c'est toujours par rapport au temps de lancement en combien de temps ça doit se compléter. Et la période, c'est quoi la répétition qu'on fait? C'est à quelle période ça va se répéter? Puis les variables sont définies comme étant des entiers non signés sur 64 bits, donc des UIN 64. Typiquement, c'est des unsigned long. Donc, les unités des variables, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle à la nanoseconde. Donc, une période de 10 000, par exemple, ça veut dire une période de 10 microsecondes. C'est quand même très court. Donc, c'est comme ça qu'on peut préciser certains éléments. Donc, ça, on regarde schématiquement les différents arguments, les différents éléments pour ce qui est de deadline. Donc, ce qu'on doit dire, c'est qu'il va y avoir une certaine arrivée, l'événement va être disponible. Et donc, dans cette arrivée-là, ici, on a un certain temps qui est l'échéance relative. C'est quoi le temps entre le moment où on lance et le moment où ça doit être complété ici? Donc, ça, c'est précisé par la valeur de schedDeadline. Sinon, on a le runtime. On voit que le runtime ici, c'est la durée estimée, ou le pire des cas, ou la moyenne dans du temps réel doux, mais généralement, on va traiter le pire des cas, la durée d'exécution de notre tâche. Pour ce qui est du lancement, ce n'est pas nécessairement précisé plus amplement. Puis la période, ce qui est intéressant, c'est à quelle fréquence on fonctionne. Donc, on va réexécuter la tâche à toutes les 20 millisecondes, par exemple. On va préciser ça en termes de période. Et la durée, il faut qu'elle soit bien sûr moins que 20 millisecondes. Et l'échéance planifiée, elle peut être avant la fin du nouveau cycle, dans le sens qu'on peut supposer que c'est dans le premier 500 microsecondes, 0,5 millisecondes, qu'on veut faire l'exécution d'une tâche bien précise, bien rapide. Puis le reste du temps, on peut être en attente. Donc, lorsqu'on exécute une tâche avec schedDeadline, on a l'état. Donc, on va avoir dans l'état l'échéance planifiée. Donc, l'échéance absolue du cycle courant, dans le sens que dans combien de temps il faut que ça se termine par rapport au début du cycle. On a la durée d'exécution restante, c'est le temps qui reste pour compléter la tâche dans le cycle courant. Puis, une tâche va être non faisable au cycle courant si le temps courant plus la durée d'exécution est inférieur à l'échéance. Donc, si on dit, on est à ce point-ci, on sait qu'il reste tant de temps pour s'exécuter. Si ça dépasse l'échéance, on sait que ce n'est pas faisable, on n'y arrivera pas. Puis une autre façon de le calculer, c'est avec ce ratio-là, durée d'exécution restante, l'échéance planifiée vont être en courant. Si on compare la durée d'exécution sur la période, on peut voir tout de suite si c'est faisable ou pas. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le cycle. On va dire que l'échéance planifiée, c'est le temps courant plus l'échéance relative. La durée d'exécution va être la durée d'exécution restante, va être la durée d'exécution de cours. Donc, on va repartir ça, on va espérer arriver à quelque chose. Donc, la tâche va s'exécuter pour une durée de temps T, et ensuite, elle va céder la main. Donc, normalement, on s'attend que les processus temps réel ici coopèrent et fassent le travail comme il faut pour laisser la main. Donc, on peut laisser la main en cours de route.
Donc, la durée d'exécution restante va être égale à la durée d'exécution restante moins T. Donc, on va réduire le temps T de ce qu'on avait déjà donné comme durée d'exécution restante. Et lorsque la durée d'exécution restante est inférieure à 0, la tâche est mise de côté jusqu'au prochain cycle. Donc, c'est important de bien estimer ça parce que s'il s'avère qu'on a consommé plus de temps que ce qu'on avait planifié, automatiquement, le système va nous mettre en attente pour aller vers le prochain cycle. Puis au début du nouveau cycle, l'échéance planifiée va être l'échéance planifiée plus la période. Donc, on dit qu'il faut que ça soit fini avant la fin de la période. Puis la durée d'exécution restante, ça va être la durée d'exécution plus la période.